J'ai laissé ma sœur Camille se servir de moi comme nounou pendant 20 ans. Je l'ai laissée en plan avec ses triplés à l'aéroport, juste avant la croisière familiale. Elle ne sait pas que j'ai découvert qu'elle a mis ma maison en hypothèque, et qu'elle préparait le coup final. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une excellente journée, où que tu sois. Dis-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu regardes, et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire. Je les observais, à l'abri derrière un gros pilier en béton près de la porte 27B de l'aéroport international de Mexico. L'air sentait le café brûlé, le parfum cher, et la sueur stressée de milliers de voyageurs. Moi aussi, je transpirais froid. Le chaos, c'était leur terrain naturel, un tourbillon qui tournait autour de ma sœur Camille. Elle criait déjà. Sa voix, aiguë et tranchante comme une perceuse de dentiste, traversait le bruit constant du terminal. L'un des triplés, Noé, le visage barbouillé de chocolat, courait dangereusement près des tapis à bagages. Pendant ce temps, ses frères, Léo et Nolan, avaient décidé que le sol collant de la zone restauration était l'endroit parfait pour faire de la lutte, sur une valise renversée. Karim, le mari de ma sœur, regardait dans le vide, quelque part au-dessus des écrans des départs, avec une expression de défaite si profonde qu'on aurait dit un soldat rentrant d'une guerre perdue. Il tenait 3 passeports dans une main, et une peluche dinosaure dans l'autre. À cet instant, je suis sûr qu'il aurait échangé son billet en première classe pour Paris contre un billet en classe éco pour la Sibérie, juste pour partir seul. La croisière de luxe en Méditerranée qui les attendait ressemblait, pour lui, à une peine de travaux forcés. Je serrai plus fort l'enveloppe dans ma main, mes jointures devenant blanches. À l'intérieur, ce n'était pas le billet de croisière que j'avais pourtant aidé à payer. C'était ma carte d'embarquement. Porte 42A. Une autre compagnie. Une autre destination. Une autre vie. Une décision que j'aurais dû prendre il y a 20 ans, mais que ma lâcheté, ma culpabilité, et un sens du devoir complètement tordu avaient repoussé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant précis où tout allait se casser. Camille me vit. Son visage se durcit, une micro-expression d'agacement que je connaissais par cœur, comme une cicatrice invisible. Elle me fit un signe sec de la tête. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Un ordre que j'avais obéi des milliers de fois. Inès, viens ici. Tu ne vois pas que je n'y arrive pas toute seule? Bouge. Sa voix claqua dans ma tête, comme un fouet familier. J'attendis la réaction automatique de mon corps, courir régler ses problèmes, rattraper l'enfant qui s'échappait, essuyer le chocolat, calmer la crise. Mais, rien. Mes pieds restaient collés au sol. Mon cœur battait à toute vitesse, comme un tambour de guerre annonçant une rébellion. Elle ne le savait pas. Aucun d'eux ne le savait. Pour eux, j'étais Inès, la grande sœur, la tante dévouée, la nounou gratuite, le distributeur émotionnel, la solution à tous leurs soucis. La bête de somme. Tout avait commencé 3 mois plus tôt. Camille m'avait appelé avec une voix mielleuse, trop douce, comme un bonbon qui a tourné. Inès, ma chérie, je sais que c'est la croisière pour les noces d'or de papy et mamie, et je sais que tu as payé une grosse partie des billets comme cadeau. Franchement, tu es la meilleure. Mais tu pourrais t'occuper des enfants sur le bateau? Karim et moi, on a besoin de souffler, de se retrouver en couple. Les enfants t'adorent, et toi tu es tellement forte avec eux. S'il te plaît. Le même souffle qu'ils réclamaient depuis la naissance des triplés. Le même souffle qui m'avait coûté ma jeunesse, mes économies, mes rêves. Je me rappelais ce voyage à Cancun, il y a 2 ans, où souffler signifiait que je restais enfermé à l'hôtel avec 3 enfants malades, pendant que dîner dans des restaurants de luxe. Je me rappelais les vacances à Los Cabos, où souffler signifiait que je passais 8 heures par jour à construire des châteaux de sable et à courir après des enfants sur la plage, pendant que Camille lisait des magazines au bord de la piscine avec Karim. Au téléphone, j'avais hoché la tête. J'avais souri avec la voix. Bien sûr, petite sœur. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. C'était le mensonge le plus libérateur, et le plus terrifiant que j'avais dit de toute ma vie. Et maintenant, en les regardant depuis mon coin, j'ai senti une pointe de quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Ils étaient un désastre. Une famille construite sur la facilité, et sur mon sacrifice. Camille, belle et égoïste, persuadée que le monde lui devait tout. Karim, un homme vidé de sa volonté, qui avait troqué sa colonne vertébrale contre une vie de confort superficiel.
Et les enfants, mes neveux, eux étaient la seule partie de cette histoire qui me faisait vraiment mal. Ils étaient innocents. Ils subissaient la négligence de leurs parents. Je les aimais. Mais j'ai compris une vérité terrible, les aimer ne voulait pas dire me détruire pour eux. Mon sacrifice ne les aidait pas. Il ne faisait que laisser ce cercle toxique continuer. Le haut-parleur annonça le dernier appel pour leur vol vers Paris, première étape de leur grande aventure en Europe. La panique apparut sur le visage de Camille. Elle me chercha du regard, cette fois désespérée. Elle sortit son téléphone. Le mien vibra dans ma poche. Je ne répondis pas. Une fois. 2 fois. Puis un SMS. T'es où bordel? On va rater l'avion. Je me retournai lentement. Je tournai le dos à la porte 27B. Je tournai le dos à 20 ans de servitude. Et je commençai à marcher vers la porte 42A. Chaque pas était lourd, comme si j'arrachais une partie de moi-même. Mais à chaque pas, je sentais aussi mon dos se redresser. Mes épaules, pliées depuis trop longtemps sous un poids qui n'était pas le mien, reprenaient leur place. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, comme une abeille furieuse enfermée dans ma poche. Je savais ce qui allait venir, la rage, les accusations, le chantage émotionnel, puis la campagne de diffamation auprès du reste de la famille. Mais cette fois, je n'étais pas en train de fuir. J'exécutais un plan. Et eux, dans leur arrogance, ne l'avaient jamais vu venir. La promesse, je l'avais faite dans la salle d'attente froide d'un hôpital, qui sentait l'antiseptique et la peur. J'avais tout juste 18 ans. Camille, elle, en avait 12. Elle était recroquevillée contre moi, un petit corps tremblant, le visage enfoui dans mon côté. Un médecin épuisé, avec des yeux qui avaient vu trop de drames, venait de nous dire les mots qui ont brisé notre monde. Je suis désolé. Il y a eu un accident de voiture. Vos parents n'ont pas survécu. Le monde s'est arrêté. Le bourdonnement des néons est devenu un rugissement dans ma tête. Je regardais mes mains, comme si j'attendais qu'elles disparaissent, que tout soit un cauchemar. Mais ce n'était pas un rêve. Et j'ai senti Camille trembler. Un tremblement qui m'a traversé entièrement. À cet instant, ma douleur, mon choc, ont disparu derrière elle. J'ai cessé d'être une adolescente qui rêvait d'étudier l'art à Florence, avec un portfolio plein de croquis et des rêves de Toscane. Je suis devenue une mère de remplacement. J'ai pris le visage de Camille entre mes mains. Je l'ai obligée à me regarder. Ses yeux étaient immenses, remplis d'une peur que je n'oublierai jamais. Et j'ai dit des mots qui ont scellé mon destin, sortis d'un mélange d'amour et de panique pure. Tu n'es pas seul. Regarde-moi. Tu n'es pas seul. Je te le jure. Je ne te laisserai jamais. Je vais m'occuper de toi. Toujours. Cette promesse née d'innocence est devenue ma prison à vie. La maison de nos parents, une belle maison dans un quartier calme, autrefois remplie de rire et de l'odeur du café de notre mère, a commencé à me sembler immense et silencieuse, comme une tombe. Pour la garder, pour payer l'hypothèque qu'ils avaient laissée, j'ai abandonné mes études sans même réfléchir. J'ai trouvé un travail à temps plein comme assistante administrative dans une petite entreprise d'import-export. Un boulot gris, fait de chiffres et de factures, loin de mes toiles et de mes pinceaux. Mais ça payait les factures. Ça payait l'école privée de Camille, parce que maman avait toujours voulu le meilleur pour elle. Ça payait la danse, les robes, les caprices d'ado, qui semblaient grandir avec le temps. Moi, je portais le même manteau pendant 3 hivers. Mais je m'assurais qu'elle ait les bottes à la mode. Je lui cuisinais ses plats préférés, pendant que moi je mangeais souvent debout dans la cuisine, trop fatigué pour m'asseoir. Je restais éveillé tard, à l'aider pour des projets qu'elle laissait à la dernière minute. Elle n'a jamais travaillé un seul jour. Elle s'est habituée à l'idée que c'était moi qui fournissais tout. J'étais le pilier. La constante. Le roc sur lequel elle construisait sa vie de rêve, sans jamais se soucier des fondations. C'est à cette époque que j'ai connu Yanis. Il était comptable dans la même entreprise. Intelligent, calme, avec une ambition discrète que j'admirais en secret. C'était le seul rayon de lumière dans ma routine. Avec lui, j'osais rêver à nouveau. Le dimanche, on se promenait à Coyoacán. Il m'emmenait à des expos d'art, et ça me faisait mal, parce que ça me rappelait tout ce que j'avais perdu. Lui voyait au-delà de la grande sœur responsable. Il voyait la femme que j'avais cachée. Un soir, après presque 2 ans de relation,
il m'a emmené dîner dans un endroit spécial, un petit restaurant avec un jardin intérieur. Je savais que quelque chose d'important allait se passer. Il était nerveux. Il jouait avec sa serviette. Il m'a parlé d'une promotion, d'un futur stable. Il m'a dit qu'il m'aimait. Qu'il voulait qu'on construise une vie ensemble, qu'on prenne un appartement à nous. Mais tu n'as pas apporté tout ça toute seule, Inès, m'a-t-il dit, d'une voix douce. Mon cœur s'est arrêté. C'était exactement ce que j'avais toujours voulu. Et juste au moment où j'allais dire oui, mon téléphone a sonné. Camille hurlait au bout du fil, en pleurs. Inès, tu dois venir. Je n'arrive plus à respirer. Je fais une crise de panique. J'ai raté mon contrôle d'histoire. J'ai besoin de toi. Je me suis excusé auprès de Yanis, la peur sur le visage. C'est ma sœur, je dois y aller. Il a hoché la tête, mais j'ai vu la déception dans ses yeux. Une ombre nouvelle. Je suis rentré en courant, pour trouver Camille parfaitement bien, installée dans le salon devant un film. Ah, ça va mieux, a-t-elle dit, indifférente. Mais tant mieux que tu sois là. J'ai envie de churros. Cette nuit-là, quand j'ai rappelé Yanis, sa voix était distante. La magie était brisée. Le problème n'était pas l'interruption. Le problème, c'était ce que ça représentait, ma vie ne m'appartenait pas. Elle appartenait à Camille. Quelques semaines plus tard, on a rompu. Je t'aime, Inès, m'a-t-il dit, triste. Mais je ne peux pas être en compétition avec un fantôme. Et ta sœur, ta promesse, c'est un fantôme qui sera toujours entre nous. Il est parti. Et avec lui, la dernière partie de mon identité. La croisière pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents n'était pas un simple voyage. C'était un événement social. Une grande réunion de clans où les apparences comptaient plus que tout. Mes grands-parents, Madame Jeanne et Monsieur André, étaient les chefs d'une grande famille traditionnelle, obsédés par ce que les gens vont dire. L'idée de fêter ça sur un bateau en Méditerranée venait de ma grand-mère, une femme dure, qui aimait le luxe et le spectacle. Et quand elle voulait que tout le monde soit présent, ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Dès l'annonce du voyage, mon téléphone est devenu un nid de guêpes. Mes tantes m'appelaient tous les jours avec des voix douces, pleines de questions qui piquent. Inès, tu sais déjà ce que tu vas mettre pour le dîner en blanc? Il faut du lin, pas du coton. Inès, ta sœur a besoin d'aide avec les enfants? La pauvre, 3 d'un coup, ça doit être l'enfer. La pire, c'était ma cousine Sarah. Elle avait toujours eu une jalousie cachée pour la vie parfaite de Camille, et un mépris pour moi, la célibataire qui travaille. Un après-midi, elle m'a appelé avec une fausse gentillesse dégoulinante. Inès, ma chérie, comment tu tiens? Camille m'a dit que tu gères les valises des enfants et leurs tenues pour les dîners de gala. Franchement, tu es un ange. Une sainte. J'aimerais que ma sœur soit comme toi. Chaque mot était un dard empoisonné, pour me rappeler ma place, la servante utile, l'infrastructure invisible qui permettait aux autres de briller. Et pendant que la pression familiale montait, la vie m'a envoyé une autre claque. Un jour, en regardant mes mails, j'ai vu un message que j'ai failli supprimer en le prenant pour du spam. L'objet disait « Suivi au poste de responsable dans une galerie d'art contemporain ». Je l'ai ouvert avec les mains qui tremblaient. C'était la galerie Agora, l'une des plus prestigieuses de la ville. Un endroit où j'allais parfois en secret, juste pour ne pas étouffer. J'avais envoyé mon CV des mois plus tôt, sans y croire. Il m'invitait à un entretien final. L'opportunité de ma vie. Mon rêve, enterré sous des années d'obligation, revenait d'un coup, juste devant moi. L'entretien était à 10 heures du matin, le jour de notre vol. Notre vol partait à 17 heures. C'était risqué, mais possible. Je pouvais faire l'entretien, puis aller à l'aéroport à temps. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti une étincelle d'espoir. Une vraie possibilité d'avoir ma propre vie. Et j'ai fait l'erreur d'en parler à Camille. Pas pour demander sa permission, mais parce que j'étais bêtement heureuse, et que j'avais besoin de partager. Au début, elle a souri, un sourire tendu. Oh, c'est trop bien, petite sœur, j'espère que tu l'auras. Mais j'ai vu le calcul dans ses yeux. J'ai vu la menace, si j'avais ma propre vie, qui allait porter la sienne? La nuit avant l'entretien, le sabotage est arrivé. Comme prévu. À 3 heures du matin, Camille m'a appelé, affolée.
Inès, c'est Nolan, il a une grosse fièvre, il vomit. Karim n'est pas là, il est sorti avec ses amis pour sa stupide soirée d'avant-croisière. Tu dois venir, je ne sais pas quoi faire. Mon cœur est tombé. J'ai douté une seconde. Peut-être que cette fois, c'était vrai. Mais le devoir, ce vieux tyran, a gagné. J'ai annulé mon réveil, je me suis habillé, et j'ai conduit dans une ville endormie jusqu'à l'ancienne maison. Nolan dormait tranquillement, le front frais. Camille était dans la cuisine, en train de boire un verre de vin. Ah, ça va, sa fièvre est tombée, a-t-elle dit sans me regarder. Fausse alerte. Mais tant que tu es là, tu peux m'aider à préparer les valises des enfants? Je suis épuisé. Il n'y a pas eu d'entretien. Il n'y a pas eu d'opportunité. Il y a juste eu ce goût amer de manipulation, et l'odeur d'un vin bas de gamme. Le lendemain, détruite, j'ai retrouvé ma meilleure amie Nora. Je lui ai tout raconté, la voix cassée par la rage et l'impuissance. Nora m'a écouté sans m'interrompre, son regard devenant de plus en plus dur. Quand j'ai fini, elle a pris mes mains et elle a parlé calmement, mais avec une lame dans la voix. Ça suffit, Inès. Écoute-moi bien. Cette femme n'est pas ta sœur. C'est un parasite qui te vide lentement, et tu la laisses faire. À chaque fois que tu cèdes, tu lui donnes plus de pouvoir. Soit tu la coupes de ta vie maintenant, soit tu vas mourir à petit feu. Il n'y a pas d'autre option. Soit tu te sauves, soit tu coules avec elle. Ces mots étaient violents. Mais nécessaires. Ce jour-là, dans ce café, avec l'odeur des grains torréfiés et le regard ferme de mon ami, j'ai pris une décision, je ne coulerai pas. J'allais apprendre à nager. Ces paroles ont continué de résonner pendant des jours. Un parasite. L'image faisait mal, mais elle était vraie. Poussé par une détermination nouvelle, amère, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, j'ai enquêté. J'ai regardé les fondations de la maison que j'avais tenue seule pendant toutes ces années. J'ai cherché les fissures que je sentais, mais que je n'avais jamais osé voir. Mon premier réflexe a été d'aller dans le bureau de mon père, une pièce au fond de la maison, restée presque intacte depuis sa mort. C'était devenu une réserve d'objets oubliés. Dans un vieux classeur métallique à 4 tiroirs, mon père gardait tous les papiers importants. J'ai passé tout un après-midi à fouiller des dossiers poussiéreux pleins de taxes, de plans, de contrats. L'odeur de papier vieux et de temps arrêté me remplissait les poumons. Et puis, dans le dernier tiroir, sous des manuels d'électroménager inutiles, je l'ai trouvé. Une enveloppe épaisse d'une banque avec laquelle nous n'avions aucun lien, une banque connue pour ses prêts risqués. À l'intérieur, il y avait un contrat, une deuxième hypothèque sur la maison. Daté de 2 ans. Le montant était énorme, au point de me donner la nausée, et d'expliquer d'un coup les voyages et les achats de luxe de Camille qui ne collaient jamais avec les revenus de Karim. Mais le pire, c'est ce qui m'a coupé le souffle. La signature sur la ligne de l'emprunteur. C'était une fausse signature, maladroite, comme un enfant qui essaie d'imiter mon écriture. L'écriture de la femme qui payait la première hypothèque chaque mois. Et à côté, en tant que garant, une signature que j'ai reconnue tout de suite, celle de mon oncle Marcel. Mon oncle Marcel, le frère de ma mère, le gentil, le médiateur, celui qui m'appelait toujours pour me donner des conseils pleins de fausse sagesse. Sois patiente avec ta sœur, Inès. Elle est sensible. La famille, c'est le plus important. L'argent va et vient, mais l'amour de la famille, c'est pour toujours. J'ai eu une vague de nausées si forte que j'ai dû m'asseoir par terre, le pantalon taché de poussière. Il ne savait pas juste. Il était complice. Avec les mains tremblantes, j'ai continué à chercher, maintenant avec une urgence folle. J'ai trouvé des relevés bancaires que Camille avait cachés dans un tiroir, négligemment. Des transferts énormes vers des comptes inconnus. Des achats extravagants à New York. Des paiements d'hôtels de luxe à Tulum. L'argent de l'hypothèque, la valeur de ma maison, était parti en fumée dans un tourbillon de caprices. Et au fond de l'enveloppe, froissée, il y avait une notification de la banque, un avis de saisie. Il nous restait 3 mois avant de tout perdre. La maison de mes parents. Mon foyer. Le dernier endroit sûr que j'avais. Et pile à ce moment-là, mon téléphone a sonné, comme si la vie avait un humour cruel. Sur l'écran, oncle Marcel. J'ai décroché, étonnamment calme. Inès, ma chérie, comment tu vas, dit-il avec sa voix joviale. J'ai parlé avec ta sœur.
Elle m'a dit pour ton entretien, dommage. Mais ne t'inquiète pas, tu trouveras mieux. Le travail va et vient, mais la famille, c'est pour toujours. Son cynisme m'a coupé le souffle. Je tenais les papiers dans la main, la preuve de sa trahison. Pourquoi? Par simple avidité. Et aussi parce que, soudain, tout collait. Je me rappelais des rumeurs sur ces mauvaises passes, ces investissements ratés. Ce n'étaient pas des investissements. C'étaient des dettes de jeu. Camille le savait. Et elle devait le tenir. Ils avaient formé une alliance toxique, deux sensus unis pour me vider. Merci d'avoir appelé, tonton, ai-je dit, la voix froide. Toujours si attentif à la famille. J'ai raccroché et je suis resté à regarder ses papiers. La douleur était physique, comme une bête qui me déchirait de l'intérieur. Mais sous la douleur, quelque chose de nouveau brûlait, une colère froide, lucide, précise. Ce n'était plus une histoire de sœur ingrate ou de voyage gâché. C'était une trahison totale. Un crime. Il m'avait déclaré la guerre. Et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à me battre. La femme qui s'est relevée du sol poussiéreux n'était plus la même. La douleur était toujours là, lourde, au fond du ventre. Mais le désespoir avait disparu. À la place, il y avait une clarté glaciale. La victime est morte dans cette pièce. À sa place, une stratège est née. Ma premier appel n'a pas été pour un avocat. J'ai appelé Nora. Je lui ai tout raconté, la voix plate, sans hystérie, même si à l'intérieur je tremblais. Je lui ai lu les documents, les noms, les dates. Nora, qui travaillait comme assistante juridique dans un gros cabinet, a écouté sans m'interrompre, avec parfois des souffles choqués. Mon Dieu, Inès, c'est pire que je pensais. C'est un délit grave. Fraude. Faux et usage de faux. Association. Tu dois faire très attention. Elle a fait une pause, et je l'ai entendu taper vite sur son ordinateur. Et écoute-moi. Ne fais rien sur un coup de tête. Ne confronte personne. Ne leur montre pas que tu sais. Il faut agir avec la tête, pas avec le cœur. Je vais te trouver un rendez-vous. Le meilleur avocat en fraude financière que je connaisse. Il est discret et redoutable. Il s'appelle Maître Durand. Il n'est pas à Mexico, il est basé à Oaxaca. C'est mieux comme ça. Loin des oreilles de ta famille. Oaxaca. Le mot a résonné en moi. Un endroit pour respirer. Pour guérir. Pour repartir. Et maintenant, ce serait aussi mon quartier général. Le plan a commencé à se dessiner dans ma tête, pas comme une fuite, mais comme une retraite stratégique pour revenir plus forte. Le lendemain, j'ai lancé l'opération. Je suis allé à la banque ouvrir un nouveau compte à mon nom, et j'y ai transféré les quelques économies qui me restaient, mon petit fonds d'urgence que Camille ne connaissait pas. Puis j'ai acheté un téléphone prépayé, un téléphone jetable, un numéro propre, impossible à relier au reste. La partie la plus dure a été d'appeler Camille. Je devais sonner normal. Soumise. Comme l'Inès d'avant. J'ai respiré profondément, j'ai joué la comédie et j'ai composé son numéro. Petite sœur, j'ai réfléchi, lui ai-je dit. Tu as raison. Cette croisière est super importante pour papy et mamie, et toi et Karim vous avez besoin de souffler. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe des enfants. Ce sera comme s'il n'existait pas, considère que ce sont tes vraies vacances. Je sentais son sourire de victoire à travers le téléphone. Je savais que tu comprendrais. C'est pour ça que tu es la meilleure sœur du monde. Je te le rendrai, promis. L'ironie était tellement forte que j'avais l'impression de pouvoir la toucher. La bête de somme venait de confirmer qu'elle porterait encore le poids. L'appât était prêt. Ensuite, j'ai fait l'étape la plus risquée. Je suis allé dans une agence de voyage à l'autre bout de la ville, et j'ai acheté un billet d'avion aller simple pour Oaxaca. Je l'ai payé en cash, sans laisser de traces. J'ai dit à Camille qu'un collègue m'emmènerait à l'aéroport, donc elle n'avait pas à s'occuper de moi. On se retrouve directement à la porte d'embarquement, lui ai-je dit. Elle était trop occupée par ses valises et son ego pour poser la moindre question. Les jours suivants ont été une pièce de théâtre. Je l'ai aidé à faire les valises, pliant soigneusement les petits costumes en lin des enfants. J'ai joué avec eux dans le jardin, en gravant leur rire dans ma mémoire, comme un trésor. Je leur ai lu des histoires le soir, la voix calme,
alors qu'à l'intérieur je n'étais qu'un nœud de stress et de rage. Chaque nuit, quand tout le monde dormait, je rangeais ma vie dans une seule valise, papiers importants, quelques bijoux de ma mère, photos, vêtements pratiques. Je laissais derrière moi 20 ans de souvenirs, de meubles, de livres. Je laissais derrière moi le fantôme de la femme que j'étais avant. La veille du vol, je me suis tenu au milieu du salon. Cette maison pour laquelle j'avais tant sacrifié. Cette maison qu'on m'avait volée en secret. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti une détermination en acier. Je ne la perdrai pas. Je me battrai pour elle, pas seulement comme un toit, mais comme un symbole de justice. Ce n'était pas une fuite. C'était un déplacement vers un autre champ de bataille. Et j'étais armé de la vérité. J'ai atterri à Oaxaca sous un ciel bleu si clair que ça faisait presque mal. L'air était plus chaud, et sentait la terre humide, la résine, les fleurs. Rien à voir avec l'odeur de diesel et de stress de Mexico. Je me suis installé dans un petit hôtel au centre historique, calme, avec une cour remplie de bougainvilliers et le murmure d'une fontaine. Pour la première fois depuis une éternité, j'étais seul. Totalement seul. Le silence dans ma chambre était si profond que j'entendais mon propre cœur. Ma première action a été d'éteindre mon téléphone principal, celui que ma famille connaissait. Je l'ai enfoui au fond de ma valise comme si c'était un objet dangereux. Le téléphone prépayé, lui, était mon seul lien avec le plan. J'avais besoin de silence pour réfléchir, pour préparer mon prochain mouvement, pour laisser le poison de 20 ans de rancœur commencer à sortir de moi. Pendant 3 jours, je n'ai parlé à personne de ma vie d'avant. J'ai marché. J'ai marché beaucoup. Les rues pavées de la ville m'ont fait du bien, comme une méditation. Je suis allé à Montalban à l'aube, et je me suis senti minuscule face aux ruines. Étrangement, ça m'a apaisé. Je me suis perdu dans le marché Benito Juárez, submergé par les couleurs, les odeurs d'épices, et le bruit des conversations. J'ai mangé dans des petits stands, assis sur un tabouret en plastique, en savourant sans stress, sans qu'on me demande un morceau, sans qu'on se plaigne de la nourriture. J'ai bu du mezcal dans des bars sombres, sentant la chaleur fumée descendre dans ma gorge, comme un feu qui brûlait la tristesse. J'ai pleuré. J'ai pleuré dans ma chambre, sur un banc d'église, dans une rue vide. J'ai pleuré tout ce que je n'avais pas pleuré en 20 ans. J'ai pleuré mes parents. J'ai pleuré le futur qu'on m'avait volé. J'ai pleuré Yanis, l'amour que j'avais laissé partir. J'ai pleuré la jeune fille que j'étais, pleine de rêves, et la femme vide qu'on avait faite de moi. C'était un deuil nécessaire. Une purge. Le 4e jour, j'ai rencontré Maître Durand. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, regard perçant, comme s'il voyait tout. Son cabinet était sobre, élégant, et sentait le cuir, les livres anciens et le café fort. Je lui ai donné le dossier avec toutes les copies. Il a lu en silence, hochant parfois la tête, le visage neutre comme un joueur de poker. « Mademoiselle Inès. » Et dit-il enfin, en joignant les doigts. Là, on a un cas classique, fraude, faux, usage de faux, complicité. Le dossier est solide. Mais un dossier ne se gagne pas seulement avec la vérité. Il se gagne avec une stratégie, et de la patience. Il m'a expliqué qu'il fallait plus de preuves, surtout pour relier le fraude au train de vie de Camille, et pour solidifier la complicité de l'oncle Marcel. Votre silence, ces jours-ci, c'est votre meilleure arme, me dit-il. Ils doivent être désespérés, perdus. Et quand les gens paniquent, ils font des erreurs. Maintenant, vous allez rallumer votre téléphone, mais vous ne répondrez à personne. Vous allez observer. Lire. Écouter. Vous allez analyser votre propre tragédie. Le soir même, de retour à l'hôtel, j'ai rallumé mon téléphone principal. L'avalanche a été immédiate. Il a vibré sans arrêt pendant presque 5 minutes. Des dizaines, des centaines d'appels manqués, Camille, l'oncle Marcel, ma grand-mère, mes tantes, Sarah, et une montagne de messages. Je les ai lus non pas comme une victime, mais comme une stratège. J'ai vu le schéma. Les premiers messages de Camille faisaient semblant de s'inquiéter, puis venait la confusion, et enfin la rage pure, toxique, en majuscule avec des émojis de colère. Traîtresse. Ingrate. Tu es une ordure. Il y avait des vocaux où elle pleurait, puis finissait en chuchotant, menaçante. Tu vas le payer, sale chienne. Les messages de mon oncle Marcel étaient plus sournois, plus au papa.
Inès, on est très inquiet. Ta sœur est détruite. Reviens. On peut arranger ça. Et ceux de ma grand-mère étaient froids, comme une condamnation. Tu as déshonoré cette famille. Ton devoir était d'être là. Je lisais chaque mot, chaque tentative de chantage, sans douleur, comme si je regardais un échiquier. J'étais silencieuse, oui. Mais dans ma tête, tout était plus actif que jamais. Je récoltais des informations. J'attendais le moment parfait. Le silence n'était pas de la faiblesse. C'était du pouvoir. Au milieu de tout ça, un message a attiré mon attention sur mon téléphone prépayé. Numéro inconnu. Pas de photo. Le message était court. Inès, c'est Karim. Ne réponds pas à ce numéro. Lis seulement. J'ai besoin que tu saches toute la vérité. Mon premier réflexe a été la méfiance. Karim, l'homme passif, celui qui avait regardé ma servitude pendant des années, qu'est-ce qu'il voulait maintenant? Mais ma curiosité, et la sensation que c'était important, m'ont fait continuer. Ce qu'il m'a écrit a détruit la dernière petite compassion que j'avais pour Camille. Il m'a expliqué son silence. Son apparente complicité. Il était coincé, pas seulement par le confort, mais par la peur. Camille le manipulait avec les enfants, le menaçait de les lui prendre s'il ne cédait pas. Mais le déclic n'a pas été le fraude contre moi. Le déclic, c'était une menace contre leurs propres enfants. Il y a un mois, écrivait-il, pendant une dispute d'argent pour la croisière, Camille a hurlé que si toi tu ne donnais pas plus, elle trouverait un moyen de vendre la part d'héritage des enfants. Elle a dit qu'elle trouverait un avocat pour faire croire que je suis un père incapable. À ce moment-là, j'ai compris, je n'étais pas marié à une femme égoïste. J'étais marié à un monstre. À partir de ce jour, il avait commencé sa propre guerre silencieuse. Il m'a envoyé des captures d'écran, Camille qui parlait avec son amant, un moniteur de yacht nommé Enzo, qui l'attendait dans un port du cruise. Des messages explicites, des plans pour se voir en secret. Il m'a envoyé des relevés d'un compte bancaire secret aux îles Caïmans, que personne dans la famille ne connaissait. Et surtout, il m'a envoyé un enregistrement audio. Une discussion entre mon oncle Marcel et Camille. J'ai lancé l'audio. La voix de mon oncle, faussement inquiète. Mais, tu es sûr qu'Inès ne soupçonne rien? Je l'ai trouvé bizarre la dernière fois, j'ai peur que ça nous échappe. Puis la voix de ma sœur. Et son rire froid, moqueur. Oh, s'il te plaît. Inès, c'est la mule. Tant qu'on lui donne un peu d'attention et qu'on lui rappelle que c'est la famille, elle payera sans poser de questions. Elle est née pour servir. Elle est trop gentille, trop bête pour comprendre. Elle ne verra jamais rien. Le sang m'a glacé. Le message de Karim finissait par une demande. Il avait engagé un avocat pour demander le divorce et la garde totale. Il avait besoin de temps pour monter le dossier sans que Camille le découvre. S'il te plaît, sauve-toi. Ne reviens pas encore. Laisse-la paniquer, elle fera plus d'erreurs. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sécurisé, une copie pour moi, une copie pour Maître Durand. L'aide de Karim valait de l'or. Mais Maître Durand m'avait dit qu'il fallait un expert pour tracer l'argent, et faire un rapport solide pour le tribunal, un audit comptable. Et là, mon cœur a fait un bond. Je n'avais qu'un seul nom en tête, Yanis. L'idée était osée, et un peu humiliante, mais je n'avais plus le luxe de l'orgueil. J'ai cherché son nom en ligne. Il avait réussi. Il était associé dans l'un des cabinets d'analyse financière les plus respectés du pays. J'ai trouvé le numéro de son bureau. Il m'a fallu 1 heure pour avoir le courage d'appeler. Sa secrétaire a passé l'appel. Et quand j'ai entendu sa voix dire Inès, c'était un mélange de surprise et de prudence. Je lui ai expliqué la situation. Directement. Professionnellement. Sans parler de notre histoire. Je lui ai parlé d'un fraude familiale. D'une analyse forensique des comptes et des transferts. Long silence. Je l'imaginais dans son bureau, impeccable, en costume, en train de se rappeler de la fille qu'il avait quittée pour une urgence inventée. D'accord, dit-il enfin, froid et pro. Envoie-moi les documents de manière sécurisée. Mon équipe et moi on va regarder. Si ça tient, je t'aiderai. Puis sa voix s'est adoucie juste un peu. Personne ne mérite ça, Inès. Je suis content que tu te battes enfin pour toi. J'ai raccroché en tremblant. Pas de tristesse.
Une sensation étrange de faim et de nouveau départ. L'allié inattendu m'avait donné des armes. Et l'homme du passé, celui que j'avais sacrifié pour ma sœur, allait maintenant être une pièce clé pour détruire son empire de mensonges. Le cercle allait se refermer. Je suis revenu à Mexico 2 semaines plus tard. Je ne suis pas retourné dans la maison familiale, ce nid de serpents que je considérais maintenant comme un territoire ennemi. J'ai loué un petit studio discret dans le quartier Roma, un endroit anonyme où je pouvais entrer et sortir sans attirer l'attention. Mon retour a été silencieux, chirurgical. Personne dans ma famille ne savait que j'étais de retour en ville. Je passais mes journées entre mon studio et les bureaux de Maître Durand, venu d'Oaxaca pour superviser la dernière phase. Le rapport de Yanis est arrivé un après-midi, dans un fichier chiffré. C'était une œuvre parfaite, plus de 50 pages, avec des graphiques, des flèches, et un langage juridique clair, qui retraçait le trajet exact de l'argent depuis l'hypothèque frauduleuse jusqu'aux boutiques de luxe, aux hôtels 5 étoiles, et aux comptes offshore de Camille. Un rapport sans faille. Une preuve qui ne laissait aucune place au doute. Avec le rapport de Yanis, les preuves de Karim, et la stratégie de Maître Durand, mon arsenal était complet. Clara avait eu raison, attaquer trop tôt par un email collectif aurait été une erreur. Ils auraient eu le temps d'effacer des preuves, de coordonner des mensonges, de me peindre en folle jalouse. Je n'avais pas besoin d'un scandale public. Je voulais un endroit où il ne pourrait pas fuir. Un endroit où il serait jugé par la seule personne dont la ville est terrorisée vraiment, ma grand-mère. Ce soir-là, j'ai appelé chez mes grands-parents. Ma grand-mère, Madame Jeanne, a répondu au deuxième bip. Sa voix était glaciale. « Parle, Inès. » Je me suis forcé à paraître respectueuse, soumise, mais ferme. « Grand-mère, je t'appelle avec le respect que je te dois en tant que chef de cette famille. Je sais qu'il y a de la colère. Et c'est justement pour ça que je t'appelle. Il y a un problème financier très grave lié à la maison de mes parents. Un problème qui touche l'honneur de notre nom. Je te demande de convoquer une réunion familiale chez toi. Je veux juste clarifier les choses. Pour le bien de tous. » Silence. Je sentais qu'elle réfléchissait. Je n'avais pas attaqué Camille. Je n'avais pas hurlé. J'avais parlé d'héritage et d'honneur. Je lui avais donné l'impression qu'elle contrôlerait tout. « Et quel problème ?» demanda-t-elle, avec une curiosité prudente. « Je préfère en parler en face, avec la famille. C'est trop délicat pour le téléphone. » « Très bien, dit-elle enfin. Demain, 18h, chez moi. Tout le monde sera là. Et tu as intérêt à avoir une excellente explication, jeune fille, parce que ton oncle et ta sœur m'ont déjà raconté leur version, et tu as l'air d'une honte. Je comprends, grand-mère. Je serai là. J'ai raccroché, étonné par ma propre calme. Le piège était posé. Camille et mon oncle Marcel allaient croire que je revenais ramper pour demander pardon. Ils allaient croire que c'était leur moment, la humiliation finale, devant la matriarche. Ils ne savaient pas qu'ils n'allaient pas à une exécution. Ils allaient à un procès. Et moi, je n'étais pas l'accusé. J'étais la procureure. La suite se déroula exactement comme dans un théâtre. Le salon de mes grands-parents ressemblait à un musée du luxe ancien, meubles sombres, rideaux lourds, portraits sévères. La tension était épaisse, comme de la fumée. Madame Jeanne était assise dans son fauteuil, comme sur un trône. À côté, Monsieur André, silencieux, acquiesçait comme toujours. Camille et l'oncle Marcel étaient sur le canapé en face, avec ma cousine Sarah venue pour soutenir, et surtout pour regarder le spectacle. Le visage de Camille était une fausse tristesse, yeux légèrement rouges, bouche tremblante. Mais derrière, je voyais l'impatience cruelle. Mon oncle avait mis son meilleur costume, jouant le rôle de l'homme inquiet et irraisonnable. Ils étaient prêts à me dévorer. Je suis arrivé à 18h pile. Mais je n'étais pas seul. Derrière moi, Maître Durand entra, une mallette en cuir à la main. Le silence tomba d'un coup. La confiance de Camille s'évapora et se transforma en panique. Mon oncle se raidit. Ma grand-mère plissa les yeux, passant de l'avocat à moi. « Bonsoir à tous », dis-je calmement. « Merci d'être là, grand-mère. Je te présente Maître Durand. Il m'accompagne pour que tout soit clair et précis. » Un avocat, gronda ma grand-mère. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je ne répondis pas à sa colère. Je m'avançai au centre de la pièce.
Le procès commença. J'ai demandé cette réunion parce qu'un crime a été commis contre l'héritage de mes parents. Un crime qui met en danger la maison où nous avons grandi, et l'honneur de cette famille. Et les responsables sont dans cette pièce. Maître Durand ouvrit sa mallette, sortit plusieurs copies d'un dossier relié, et en posa une devant ma grand-mère, une devant mon oncle, et une sur la table, face à Camille. C'était le rapport. Ce document, expliqua l'avocat d'une voix neutre, est une expertise comptable qui détaille le détournement de plus de 3 millions de pesos, via une seconde hypothèque obtenue frauduleusement sur la maison des défunts. Cette hypothèque a été signée par Madame Camille, et garantie par Monsieur Marcel, en utilisant une signature falsifiée de ma cliente, Mademoiselle Inès. Mon oncle se leva d'un bond, rouge de colère. C'est une calomnie. Une absurdité. Cette fille est folle. Elle invente tout par jalousie. Je ne lui répondis pas. J'ai sorti un petit enregistreur de ma poche, je l'ai posé sur la table, et j'ai appuyé sur lecture. La voix de mon oncle remplit le salon. Puis le rire de Camille. Et ces mots, clairs, cruels. L'Inès, c'est la mule. Née pour servir. Elle ne comprendra jamais rien. Le visage de mon oncle se vida. Il retomba sur le canapé comme s'il avait reçu une balle. Camille resta bouche ouverte, les yeux qui bougeaient partout, comme un animal coincé. Ma cousine Sarah pâlit. Et les murmures des tantes s'arrêtèrent net. À ce moment-là, la porte s'ouvrit encore. Karim entra. Pas le Karim cassé de l'aéroport. Un Karim droit. Décidé. Il marcha vers ma grand-mère, ignora Camille, et posa une grosse enveloppe sur ses genoux. « Madame Jeanne, dit-il d'une voix forte. Désolé d'interrompre. Mais puisque nous réglons les affaires de famille, voici les preuves de l'infidélité de votre petite-fille, mon dossier de divorce, ma demande de garde totale des enfants, et une ordonnance de protection. Je dois protéger mes fils. Leur mère est instable et dangereuse. » Le salon explosa. Camille poussa un cri aigu, mélange de rage et de déni. Ma grand-mère fixa l'enveloppe comme si c'était un serpent. Le château de cartes, construit sur les mensonges et l'arrogance, venait de s'écrouler. Et moi, au milieu des ruines, je sentais pour la première fois le poids du pouvoir. Le chaos envahit la pièce. Camille, libérée de son masque, devint une furie. Elle se leva, me pointa du doigt, tremblante. « Tout ça, c'est de ta faute. Sale jalouse. Tu as toujours voulu ce que j'ai. Tu veux détruire ma vie parce que toi, tu es une vieille célibataire amère. » Mon oncle tenta une dernière défense ridicule, parlant de malentendus et de près de famille, mais sa voix se noyait dans les cris. Ma cousine Sarah s'enfonçait dans son siège, honteuse, évitant mon regard. Tout le monde regardait ma grand-mère. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle se leva, petite mais imposante, comme une reine. Et le silence tomba, tranchant. Elle ne semblait pas souffrir comme une grand-mère trahie. Elle calculait. Elle mesurait le scandale, la honte, ce que les gens diraient. Puis elle fixa mon oncle. « Toi, dit-elle, la voix basse et mortelle. Mon propre frère. Je t'ai sorti de tes problèmes de jeu en secret, encore et encore, pour protéger notre nom. Et c'est comme ça que tu me remercies? Tu complotes avec ma petite fille pour voler l'autre, et tu viens salir ma maison avec ta faiblesse. » Elle se tourna vers Camille, la regarda avec un dégoût absolu. « Et toi, la princesse? Je t'ai tout donné. Je t'ai protégé toute ta vie. Et tu es devenue ça, une voleuse, une infidèle, une honte. Tu as traîné l'honneur de cette famille dans la boue, en souriant. » Elle revint au centre de la pièce. « Cette famille s'est construite par le travail et l'honneur. Vous avez tout sali avec votre avidité. Il n'y a plus de place pour vous ici. À partir de maintenant, vous êtes morte pour moi. Je ne veux plus jamais voir vos visages dans cette maison. Vous n'existez plus. Réglez vos problèmes loin d'ici. Très loin. » C'était une exclusion totale. Puis elle se tourna vers Karim et moi, sans aucune douceur. « Et vous deux, vous allez nettoyer ce désordre. Discrètement. Je ne veux pas de scandale dans les journaux. Pas de rumeurs au club. Enterrez ça. Maintenant. Sortez de chez moi. Tous. » Elle nous tourna le dos et regarda son jardin, parfaitement entretenu, comme si la scène n'avait jamais existé.
On sortit en silence. Camille passa près de moi, et ses yeux étaient pleins d'une haine pure. Elle souffla, comme un serpent. Ce n'est pas fini. Mais si. C'était fini. La matriarche avait parlé. Le procès était terminé. Et même si je n'avais pas reçu d'étreinte, ni de mots doux, j'avais obtenu ce que je voulais, la justice. Une justice froide. Dure. Dictée non par l'amour, mais par l'orgueil blessé d'une reine qui protégeait son château. Et pour l'instant, ça me suffisait. Les semaines passèrent. L'automne arriva, teintant la ville de couleurs tristes. Le procès civil et la plainte pénale avançaient lentement. Le divorce, lui, allait vite, porté par les preuves et par la pression de la famille de Karim. Ma grand-mère coupa tout contact avec Camille et mon oncle. Mon oncle Marcel, lâché par tout le monde, disparut, sûrement en fuite. Camille perdit tout. Ses cartes furent annulées. Ses comptes gelés. Elle dut quitter la maison et s'installer dans un petit appartement sombre, dans un quartier qu'elle méprisait. Ses amis de luxe l'abandonnèrent dès qu'elles sentirent le scandale et l'argent qui manquent. Un jour, elle sonna à la porte de mon studio. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas. Et j'ai eu un frisson. C'était elle. Plus de glamour. Plus d'arrogance. Un jean usé, un t-shirt informe. Des cheveux attachés n'importe comment. Sans maquillage. Avec des marques de fatigue. Elle semblait plus petite, plus fragile. Pendant une seconde, j'ai vu la petite fille de 12 ans que j'avais juré de protéger. Un fantôme. J'ai ouvert. Elle resta sur le seuil, perdue. Pas de rage dans ses yeux. Juste un vide. Je peux entrer, murmura-t-elle. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle entra, regarda mon petit espace, simple, presque vide. Donc c'est ici que tu vis maintenant. Dit-elle, avec une tristesse bizarre. Oui. C'est simple, répondis-je. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et surtout, c'est à moi. Je le paie avec mon propre argent. Elle se tourna vers moi. Les larmes montèrent. Inès, j'ai tout perdu. Ma maison, mon mari, mes enfants, ma famille. Tout ça, à cause de toi. L'ancienne Inès aurait eu une pointe de culpabilité. La nouvelle, non. Non, Camille. Tu as tout perdu à cause de tes choix. À cause de ta cupidité. À cause de tes mensonges. Moi, j'ai juste allumé la lumière dans une pièce que toi, tu avais remplie de noir. Elle s'effondra. Elle tomba dans mon seul fauteuil et se mit à pleurer comme une enfant. Puis elle sortit sa dernière arme, le sang, la nostalgie. Mais on est sœurs, on a grandi ensemble. Tu te souviens quand on jouait dans le jardin, quand tu me lisais des histoires parce que j'avais peur des monstres. La promesse que tu m'as faite, tu as juré que tu ne me laisserais jamais. Je me suis approché. Je me suis mise à sa hauteur. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et d'une voix calme, mais définitive, comme une porte en acier qui se ferme, j'ai dit. Oui, je me souviens. Je me souviens de la petite fille. Je me souviens de l'ado que j'ai consolé. Mais cette sœur-là est morte depuis longtemps. Elle est morte petit à petit, à chaque mensonge, à chaque manipulation, à chaque fois que tu m'as volé. La femme devant moi est une étrangère. Une étrangère qui a essayé de détruire ma vie. Je me suis levé, je suis allé à l'armoire. J'ai sorti une petite boîte en bois, la seule chose que j'avais prise de la maison. Je la lui ai tendue. Voilà ce qui reste de nos parents. À l'intérieur, la montre de mon père et le collier de perles de ma mère. C'est à toi. C'est la seule héritage qui te reste. Maintenant, s'il te plaît, sors de chez moi. Elle prit la boîte en tremblant. Elle chercha dans mon regard un signe de l'ancienne grande sœur qui la sauvait toujours. Elle ne le trouva pas. Elle se leva et alla vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna, le visage revenu à la haine. Tu m'as tout pris. Non, ai-je répondu, avec une paix étrange. J'ai récupéré ma vie. J'ai refermé doucement. J'ai posé mon front contre le bois froid. Je respirais profondément. Pas de larmes. Pas de victoire. Juste un grand silence, et cette certitude, j'étais enfin libre.
6 mois ont passé. Le printemps est arrivé, et les jacarandas ont recouvert Mexico d'un violet éclatant, comme si la ville refusait d'être grise. L'air sentait le renouveau. Je me tiens au milieu d'un local dans le quartier Condesa. Ça sent encore la peinture fraîche et le bois coupé. C'est petit, mais les murs sont hauts, et la lumière entre en force par de grandes fenêtres qui donnent sur une rue arborée. Dans quelques semaines, cet endroit deviendra la galerie Inés Castillo, mon propre espace d'art. Un rêve que j'avais enterré, et que je reconstruis maintenant, de mes propres mains. La maison familiale a été vendue. Après avoir payé l'hypothèque frauduleuse et les frais d'avocat, j'ai utilisé ma moitié pour ça, l'apport pour ce local, et un petit fonds pour démarrer. C'est risqué. C'est effrayant. Mais c'est à moi. La vie a trouvé un nouveau rythme. Le procès contre Camille et l'oncle Marcel s'est terminé par une condamnation. Elle a reçu une peine avec sursis, l'obligation de me rembourser pendant 10 ans, et une interdiction de m'approcher. C'est surtout symbolique. Je sais qu'elle ne paiera probablement jamais. Mais la victoire, elle était morale. Lui, avec ses dettes et d'autres fraudes révélées, n'a pas eu autant de chance, il purge une peine de prison. Karim a obtenu la garde totale des triplés. Il a déménagé à Querétaro pour leur offrir une vie plus calme, loin de la toxicité. On se parle en visio chaque week-end. Je vois mes neveux grandir. Je les aide pour leurs devoirs à travers l'écran. Je leur raconte des histoires. Je suis leur tante Inès, qui les aime vraiment, mais avec une distance saine. Eux, c'est ma famille maintenant. La seule qui compte. Une famille reconstruite sur l'honnêteté et le respect. Parfois, dans leur visage, je vois un reflet de leur mère, et je me rappelle que les cicatrices, même quand elles guérissent, restent là. Et Yanis. On s'est revus pour prendre un café plusieurs fois. La première fois était étrange, pleine de silence et de choses non dites. Puis la tension s'est dissoute petit à petit. On a parlé de nos vies, de nos boulots, des années perdues. Il ne m'a jamais demandé pourquoi je l'avais quitté. Et moi, je ne lui ai jamais expliqué en détail. Ce n'était pas nécessaire. Il avait compris. Ce n'est pas un conte de fées. On est 2 adultes qui ont été blessés. Mais il y a du respect. Une vraie admiration. Parfois, dans son regard, je vois une étincelle de l'ancienne chaleur. Et peut-être qu'il voit la même chose dans le mien. C'est une petite graine de possibilité, plantée dans une terre nouvelle, sans l'ombre du passé. On verra si ça pousse. Je ne suis pas pressé. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas pressé. Aujourd'hui, pendant que je supervise des électriciens qui installent les lumières de la galerie, mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Pendant une seconde, mon cœur se bloque. Un vieux réflexe. Je décroche, prudente. Galerie Inés Castillo, dit une voix jeune et enthousiaste. Je vous appelle au nom d'un collectif d'artistes émergents d'Oaxaca. On aimerait vous envoyer notre portfolio pour votre exposition d'ouverture. Un sourire vrai s'étire sur mon visage, sans effort. Bien sûr. Envoyez-le-moi. Je serai ravi de le voir. Je raccroche et je regarde autour de moi. Un espace vide, plein de potentiel. L'odeur de peinture n'est plus l'odeur d'un départ forcé. C'est l'odeur d'une création choisie. Et je comprends enfin. La paix, ce n'est pas juste le silence. La paix, ce n'est pas l'absence de problème. La liberté, ce n'est pas un cadeau. C'est un territoire qu'on conquiert. Et moi, je l'ai construit sur les ruines d'une vie qui ne m'appartenait pas. La vraie paix, la paix durable, c'est le son de tes propres outils, le bruit de ton travail, et l'écho de ta propre voix dans un endroit que toi-même tu as créé, en construisant, jour après jour, ton propre futur.